Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, nous allons parler des SPPA, des sous-personnalités psychoactives. Qui sait le nombre de personnages intérieurs que nous possédons tous et toutes, qui nous contrôlent, qui contrôlent en tout cas nos vies, et négativement et positivement. Et comme d'habitude, je vais accueillir un spécialiste de la question, Gwen Clapp. Bonjour Gwen, comment vas-tu? Bonjour Alexis et bonjour à tous. Écoute, je vais très très bien. Je sors d'un stage qui s'est déroulé à merveille avec un groupe d'une trentaine de personnes. C'était très intense pendant 3 jours. Et là, je suis au calme et je suis avec toi. Ah bah écoute, c'est génial, c'est vraiment un super honneur. Il faut savoir aussi que tu travailles aux côtés de Tal Chaler, docteur Tal Chaler, et de Joanne Razanamhai, si je ne me trompe pas dans son nom de famille, qu'on a reçu d'ailleurs sur la chaîne aussi. On leur fait un petit coucou s'ils nous écoutent. Et en tout cas, voilà, donc c'était vraiment très 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 plaisant comme rencontre. Et donc voilà, c'était un petit peu logique que j'accueille la suite. Donc Gwen Clapp qui donc est aux côtés, donc qui enseigne aux côtés donc de Tal et de Johan. Alors aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de ces fameuses sous-personnalités, on peut dire ça comme ça, ces multicouches finalement de personnalités psychologiques qui ont été formées à la naissance par plein de choses, ou même avant la naissance, ça on peut, ça c'est clair. Et donc effectivement, alors pas d'alerte, on peut bien sûr en conscience contrôler plus ou moins ces personnalités, si on en prend conscience, si on les connaît. Encore une fois, l'inconnu nous fait toujours peur, mais dès qu'on le connaît, finalement, on peut surmonter tout ça. Et donc tu vas nous expliquer un peu comment ça marche, toi tu es arrivé à cette approche aussi, Gwen. Oui, oui, super. Je vais commencer justement par me présenter et faire le lien avec Joanne Ettal. Et comme ça va tout de suite donner un exemple concret de ce que sont les SPPA plutôt que de faire de la théorie. Donc, pour ceux qui écoutent, SPPA signifie sous-personnalité psychoactive. Ce sont nos personnages intérieurs, nos multiples facettes. Donc, effectivement, je suis le fils de Joanne Razanamahai. Je suis le beau-fils du docteur Christian Talchaler. Je suis un homme. Je suis un père de famille. Je suis un ami. Je suis un thérapeute, un chaman, un enseignant de santé, de spiritualité. Je suis un enfant qui a besoin de s'amuser. Je suis un être sage et enseignant qui a besoin de transmettre ses connaissances. Je suis un guérisseur, etc., etc. Et en fait, quand je présente toutes mes sous-personnalités, les vôtres s'y adaptent automatiquement. C'est-à-dire que quand je me présente comme ça, je ne dis pas que je suis tout ça seul. En fait, nous le sommes tous. Donc effectivement, je travaille avec mes parents ainsi qu'avec Jean-Marie Muller. Nous donnons des formations de médiumnité, de chamanisme sauvage, de santé holistique. Donc en fait, tout ça nous amène à mélanger des liens familiaux, des liens amicaux et des liens professionnels. Et donc, nos sous-personnalités, ce sont ces personnages qui veulent tous s'épanouir en même temps et tout au long de notre vie. Donc, c'est-à-dire que lors du moment où je suis avec ma mère dans un cadre privé, je dois la considérer donc comme une maman. Je me pose en enfant avec sa maman. Mais lorsque nous sommes en train d'animer un stage, le lien primordial, c'est le lien de collègue de travail. Donc, si j'ai une réaction de fils avec sa mère alors que nous sommes dans le cadre du travail, je suis décentré. Et si elle me corrige comme un enfant et non pas me complète comme une enseignante avec un enseignant, alors toute l'assemblée va le remarquer également. Et en fait, ces sous-personnalités fonctionnent dans cet exemple pour nous, mais fonctionnent dans la vie de tous les jours de tout le monde, parce que on peut être en couple et trop considérer notre compagne ou notre femme comme une élève et non pas comme une amante. On peut considérer nos enfants comme, quel exemple je pourrais prendre, comme un parent au lieu de le considérer comme un enfant. Si moi j'ai des difficultés, je vais me reposer sur mes enfants pour qu'ils s'occupent de tout à la maison. Et de la même manière, beaucoup de gens sont prisonniers, je prends un autre exemple, dans les liens d'amitié. Quand on se plaint justement du fait que nos amis viennent toujours se déverser sur nous, en général, c'est parce que nous avons une sous-personnalité de thérapeute
qui prend beaucoup trop de place, et peut-être même à notre insu. Et du coup, nos amis se comportent comme des patients et non pas comme des amis. Et ça peut, si nous ne savons pas gérer nos émotions correctement, ça peut être très dur à vivre. Donc, je prends tous ces exemples de la vie de tous les jours qui peuvent parler à chacun, parce que lorsque je dis thérapeute, enseignant, guérisseur, je ne parle pas de métier. Je parle réellement de sous-personnalités qui existent en chacun de nous, qu'on le veuille ou non. Donc, vu que tu as parlé du fait que ces SPPA sont source de bonheur ou source de malheur, effectivement, nos sous-personnalités qui s'expriment dans un cadre sain et approprié sont des sous-personnalités qui sont heureuses, épanouies et donc qui sont guidées par notre âme. Je me sens bien dans cette relation à moi-même et avec les autres. Mes sous-personnalités qui sont malades sont celles qui prennent trop de place au moment inopportun. Sont celles qui n'existent pas assez parce que je ne veux pas me définir comme ça. Et du coup, ces sous-personnalités-là vont saboter notre vie dans l'inconscient de manière à ce qu'on s'occupe d'elles. Donc si, par exemple, je prends cet exemple concret qui parle à tout le monde aujourd'hui, puisque nous sommes dans une ère où il y a une forme de transition de la conscience. Donc si je suis en famille et que je dis à mes parents, mes frères et sœurs, vous ne devriez pas manger comme ça, mais tenir compte du respect animal, de l'environnement. Si je suis avec mes amis et que je leur dis que leurs comportements sont malsains et qu'ils devraient plutôt œuvrer en conscience vers un monde meilleur. Si chaque personne que je rencontre, je lui donne un cours de spiritualité, alors je me fais des ennemis parce que je ne suis pas dans la bonne sous-personnalité. Au bon moment, je passe ma vie à enseigner aux autres et en plus à me montrer plus intelligent, plus conscient, plus responsable. Donc finalement, les gens ne m'écoutent plus comme des élèves, ils me détestent comme des frères et sœurs, comme des amis, parce que je deviens insupportable, parce que je suis un dictateur. Et ça, c'est un drame que tout un chacun connaît. On sort des fêtes de Noël, etc. Donc les gens savent très bien qui dans leur famille, qui dans leur entourage passe son temps à enseigner aux autres ce qu'il sait, au lieu de parfois tout simplement écouter et se poser en élève. Et si, hélas, vous ne voyez pas qui c'est dans votre entourage, c'est peut-être que c'est vous. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Génial. Ah, c'est génial. C'est vrai que c'est quelque chose de récurrent dans tout. On le disait hier, justement, en antenne, quand on s'est rencontrés pour la première fois, disons, par Internet. On en discutait par rapport à ça. C'est vrai que ça fera peut-être d'ailleurs l'objet d'un live débat. J'aimerais bien organiser ça. Et c'est vrai que voilà, dans tout ce qui est un petit peu alternatif, dès qu'on a des connaissances, en tout cas qu'on croit connaître des connaissances, parce qu'encore une fois, ce sont des recherches qu'on fait tout à chacun personnellement, on est attiré par tel ou tel sujet, et c'est très bien, encore une fois, on évolue tous spirituellement de manière différente et à vitesse différente surtout, et c'est très très bien, bien entendu, mais c'est vrai qu'on veut toujours un petit peu vouloir, disons, ouvrir les yeux finalement avec presque, tu sais, des écarteurs, des allumettes, alors que ça fait tout à fait tout le contraire en fait. Ça fait fuir plutôt les personnes qui ne veulent pas entendre. Et mon Dieu, ben voilà, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre certaines vérités. C'est encore normal aussi parce que voilà, elles ne sont pas prêtes tout simplement. Et il ne faut pas les forcer parce qu'à ce moment-là, on va créer à ce moment-là une fermeture qui va faire que ces personnes peut-être n'oseront jamais peut-être s'ouvrir à tout ça. Et donc voilà, il faut rester humble par rapport à ça, et comme tu as très très bien dit, redevenir parfois un peu l'élève, ou même limite, c'est une forme de respect de l'autre, et forcément c'est se respecter aussi, puisque il n'y aura pas justement ce conflit. Donc effectivement, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, pour l'instant, on en discutait aussi hors antenne, pour l'instant, tout a l'impression un peu de se déchirer, en tout cas au niveau relations humaines, je dirais. Socialement, hein, bon, c'est vrai que voilà, le professionnel, on sait très bien que c'est en train un peu de se casser la gueule. Tout ce qui est financier, bien entendu, il y a quelque chose qui
qui marche pas pour l'instant, au niveau des libertés, de certaines libertés. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de, de se fermer devant nous, voilà, si on le veut, encore une fois, c'est un choix. Il y a des ouvertures, bien entendu. Mais voilà, on est un petit peu tous dans une espèce de soupe et on ne sait pas trop, finalement, à quel sein se vouer. Et finalement, bah, le sein, c'est nous-mêmes, quelque part. Hein. Donc, voilà, donc c'est prendre conscience qu'effectivement, on peut reprendre le contrôle de ces personnalités qui peuvent, en tout cas, nous déchirer entre nous, voilà, tout bêtement, quoi, à cause de certaines Oui, blessures. mais c'est très juste ce que tu amènes. C'est vrai qu'on est donc dans une phase de transition où la conscience s'éveille et en fait, ça peut s'expliquer assez facilement. C'est que, étant donné que les êtres humains sont plus conscients de leurs propres besoins, alors la première réaction face à ça, c'est la révolte. Et c'est ça, en fait, qui crée ces conflits d'aujourd'hui. C'est que, par exemple, dans le monde du travail, il y a encore 50 ans ou il y a un siècle, la majorité des gens pouvaient faire un travail qu'ils n'aimaient pas toute leur vie en se disant, ben, j'ai un travail, c'est déjà bien, alors je vais faire ce travail, répéter ma tâche tous les jours et revenir chez moi tous les jours en allant mal. Alors qu'aujourd'hui, la majorité des gens, dès qu'ils sont pas contents, satisfaits de leurs conditions de travail, ils vont quitter ce travail. Et de la même manière, un employeur va plus facilement nous dire le monde du travail est difficile, si tu veux partir, pars, il y en a 10 derrière qui vont prendre ta place. Donc du coup, les deux parties sont plus exigeantes. Et en fait, ça fonctionne dans toutes les relations humaines également. C'est que dans la relation de couple, auparavant, quand je vois mes grands-parents ou leur génération, ou encore mes parents, en fait, les couples savaient faire le dos rond face à l'adversité. C'est-à-dire que un couple pouvait rester ensemble lorsqu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans le foyer, alors qu'aujourd'hui, un couple peut tout à fait se briser parce que la situation financière ne va pas. Un couple aujourd'hui peut séparer ou divorcer parce que les deux parents ne sont pas d'accord sur l'éducation à donner à l'enfant, alors qu'auparavant, ils trouvaient un terrain d'entente. Un couple peut exploser parce que les relations sexuelles ne sont pas épanouissantes, alors qu'avant, quelque part, on pouvait faire une croix sur le plaisir charnel tant qu'on aimait l'autre, etc., etc. Je prends ces exemples pour dire que puisque nous sommes plus conscients de nos besoins, donc le point positif, c'est que chacun se respecte. Mais effectivement, le point négatif, c'est que ça nous amène dans une révolte permanente où on veut imposer sa manière d'être aux autres et à la société, au lieu parfois de prendre sur soi. Et ça, je vois que c'est générationnel. Beaucoup de couples plus anciens, même en étant insatisfaits dans certains domaines de leur vie, restaient solidaires en tant qu'amants et amantes, même si la vie de couple pouvait briser le rêve de l'un ou de l'autre. Par exemple, je suis carriériste, on me propose une promotion à Paris, mais ça va casser l'ambiance de ma famille. Ben dans ce cas, je reste dans ma province pour le bien-être de ma famille. Alors, donc, je mets une croix sur mon rêve de promotion. Et en fait, aujourd'hui, on veut tout. Et c'est ça qui est le problème. C'est qu'on veut non seulement une femme belle, intelligente, consciente, qui gagne bien sa vie, qui soit une bonne maman, qui s'entende bien avec la belle famille. Et en fait, dès qu'il y a un tout petit grain qui vient faire grincer la roue, on est capable de tout casser. Et c'est ça, en fait, où le bas blesse. C'est que je vois aussi, je prends un dernier exemple là-dessus, dans les relations amicales, beaucoup de gens n'acceptent plus un ami tel qu'il est. C'est que dès qu'on est déçu d'un comportement, bon, ben, c'est plus mon ami, je suis déçu. Au lieu de nous dire, ben, je vois que dans tel SPPA, il ne me comble pas, mais il a quand même une dizaine d'autres SPPA avec lesquels je me sens bien. Donc,
Si, par exemple, mon ami, je prends vraiment un exemple concret, n'a pas la même opinion politique que moi, ben, est-ce que je vais me fâcher avec lui ou est-ce que je vais juste me dire, bon, ben, dans ce cas, on ne parle pas de politique et on s'accomplit dans notre amitié dans bien d'autres domaines. Donc, c'est pour ça que les réunions de famille, les amitiés, les relations de travail sont plus complexes aujourd'hui qu'auparavant. C'est parce qu'en fait, pour moi, c'est, je dis bien, une phase de transition. C'est une phase où la conscience s'exprime dans la souffrance. Alors que lorsqu'on évolue spirituellement, on n'a plus besoin d'imposer aux autres sa manière de voir les choses. On n'a plus besoin de dire aux autres, ah bah tiens, j'ai lu un livre qui s'appelle Ho'oponopono, il faut que tu le fasses. C'est qu'on se dit, moi, je m'applique ce que j'ai appris, mais je ne force pas les gens à rentrer dans mon univers. Donc moi, dans tous les stages, justement, que je donne ou que nous donnons ensemble, avec Joanne, Tal et Jean-Marie, en fait, on explique aux gens que tout ce qu'ils apprennent en stage, ça ne sert pas à prendre du pouvoir sur les autres. Ça sert à se l'appliquer dans la matière. Donc, si j'ai appris les SPPA, l'ego, ma relation avec mon âme, c'est pas pour dire à mes proches, parce que ça, c'est souvent, je dis aux gens, la première chose qu'on fait quand on a un orteil dans la spiritualité, c'est de montrer l'ego des autres. Donc, dès qu'on est dans un conflit, on dit à l'autre, ah ben tu vois, ça c'est ton ego. Alors que la réalité de l'application de la spiritualité, je vois l'ego de l'autre, je ne lui dis pas, j'adapte mon comportement pour calmer son ego. Quand je vois quelqu'un qui s'emporte émotionnellement, au lieu de lui dire tu sais pas encore gérer tes émotions, Il y en a beaucoup qui le font. Hein. voilà, je l'accompagne dans ses émotions et dans ce qu'il vit, et c'est ce qui s'appelle la compassion. En fait, nous manquons de compassion pour les gens que nous estimons pas assez conscients, pas assez réalisés, pas assez accomplis. Et c'est là, vraiment, pour répondre à ta question, où le bas blesse, où en fait, nous manquons cruellement de tolérance et de compassion avec les autres. Oui, c'est ça. Et d'écoute aussi, hein, je le dis assez souvent dans les émissions. C'est vrai que les gens ne s'écoutent plus, ne prennent plus le temps. Et je crois qu'on vit, comme tu dis, il n'y a plus de carrière, il n'y a plus de vie de couple sur le long terme. Alors c'est vrai qu'on pourrait toujours en revenir avec ce côté un peu couple aussi et carrière. Peut-être que voilà, enfin même sûrement, nos grands-parents ont peut-être vécu peut-être toute une vie, on va dire, ensemble, mais peut-être que péniblement, ils ont finalement, à cause du judéo-christianisme qui a imposé que le divorce n'était pas bien et que c'était mal vu et que c'était... voilà. Donc peut-être qu'ils sont restés ensemble finalement au forcing, alors que peut-être qu'ils avaient envie d'aller à gauche, à droite, de peut-être un peu partir, de peut-être quitter tout ça, et finalement sans le vouloir. Donc quelque part, ils étaient peut-être un peu prisonniers de ce soi-disant bonheur. Maintenant, c'est vrai, comme tu dis, ce qui est incroyable, c'est un peu l'extrême en fait. C'est un peu le tout opposé. Il n'y a pas de juste milieu. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de période où il y a un juste milieu. Tu vois, cette espèce d'équilibre comme ça qui s'est fait. Euh, voilà, il y a vraiment. Ouais, c'est toujours la soi-disant émancipation. Oui, c'est bien, mais c'est pas toujours bon non plus parce qu'il y a toujours ce côté un peu extrême où on peut tout faire et ne pas respecter l'autre, pas se respecter soi-même non plus, forcément. Parce que quand on respecte pas l'autre, on se respecte pas soi non plus. Mais maintenant, c'est toujours, voilà, je me respecte et je respecte d'abord moi-même. Alors, c'est vrai qu'il faut commencer par soi-même avant de travailler sur le reste, on est bien d'accord. Mais là, ça devient vraiment un état, comme tu dis, égoïste, vraiment égoïste au plus haut point, quoi. Parce que égoïste, c'est très bien de l'être de temps en temps, c'est très très bien. Il faut, encore une fois, je dis toujours penser à soi d'abord. Pour certaines choses, mais pas rentrer dans un processus où finalement tout est dû comme ça pour tout le monde, tout est... Enfin, voilà, il y a vraiment un manque de... C'est du tout jetable, comme, en fait, hein, c'est vraiment tout est... C'est du fast-food, c'est la surconsommation de tout, en fait.
Voilà, je suis pas content avec ça. En fait, on est des grands sales gosses en fait en ce moment. Et comme tu dis, il y a une transition qui est en train de se faire. C'est incroyable, quoi. Mais les personnes qui ne comprennent pas ça vont rentrer dans le piège justement de la discorde, de la dispute, des divorces, des, des séparations, des licenciements au boulot, etc., etc., etc. Et donc, encore une fois, le comprendre, le conscientiser que ce qui est en train de se passer, peut, je pense, tu me le diras, nous aider justement à surmonter tout ça. Oui, en fait, il y a plusieurs étapes. Donc, le travail que je propose, en premier lieu, est évidemment un travail de conscience de soi. C'est que on parle toujours de la communication, mais avant de communiquer sainement, il faut savoir quels sont nos besoins. Donc, c'est ça, la conscience de soi. Et en fait, cette conscience de soi accompagnée d'une communication saine fait que on peut arranger les choses en permanence. Et en fait, je parle de ça parce que pour moi, les énergies sont cycliques et en ce moment, j'ai beaucoup de patients qui me parlent de ça, donc de vie de couple, et notamment dans le fait que l'image publique peut interférer dans la communication parce que, comme tu l'as dit auparavant, mais ça existe encore, on ne voulait pas divorcer parce que ça faisait honte dans la société. Mais aujourd'hui, quand je parle de besoin et de conscience, c'est que beaucoup de gens peuvent dire, moi, je suis pas heureux ou heureuse en couple, mais j'aime encore mon partenaire, mais j'ai envie de vivre autre chose. Et là où en fait ils s'illusionnent, c'est que parfois, c'est pas parce qu'on aime encore notre partenaire, c'est parce qu'on a peur de perdre la maison. Parfois, ce n'est pas qu'on aime notre partenaire, c'est parce qu'on n'assume pas de dire aux deux familles, ben, écoutez, on vous a menti depuis des années quand on vient dîner à la maison en faisant croire qu'on avait une famille heureuse, mais en fait, non, on va pas du tout bien ensemble. Et c'est ça, la conscience de soi, ça commence par assumer vis-à-vis de soi-même. Et des fois, c'est assumer des choses que la société ne nous permet pas de dire. On n'a pas le droit de dire en société, je supporte plus mes enfants. Parce qu'on passe pour des mauvais parents. On a peur de dire, bah, écoute, on se quitte parce que il y a aucun préliminaire dans la relation sexuelle, il y a une objetisation du partenaire sexuel, parce que il y a pas assez de câlins et de douceur, parce qu'il n'y a pas assez de complicité et d'amitié, donc du coup j'ai besoin d'aller me confier à d'autres personnes, ou alors je me sens pas bien avec mon ou ma partenaire, donc allons à l'extrême, je vais chercher ce qui me manque auprès d'une autre femme, auprès d'un autre homme. Et je le dis jamais. Donc en fait, on vit dans le mensonge. Donc quand je parle de cette conscience de soi, c'est qu'en fait, le premier mensonge, c'est avec soi-même. Quand on trompe l'autre, c'est qu'on se trompe soi-même. C'est ça qui est fou. Et après, on vit parce que nous sommes quand même conscients. On se regarde dans le miroir avec ce qu'on fait de mal. On se regarde dans le miroir avec le sentiment de vivre avec quelqu'un à qui on ne dit pas tout. De vivre avec quelqu'un à qui on ment le matin au réveil et le soir avant de se coucher. Alors que des fois, c'est simple d'oser dire, ben là, j'ai des besoins. En fait, je réalise que je suis bien avec toi, mais j'ai d'autres besoins à combler et tu ne me satisfais pas dans ces autres besoins. Donc là, c'est ce qu'on appelle la voix de l'âme dans le travail qu'on fait sur soi. C'est de parler dans l'amour avec l'autre pour chercher une solution pacifique qui va satisfaire les deux parties plutôt que d'exprimer dans l'ego. Et en fait, dans l'ego, c'est toujours des reproches. Tu n'es pas là quand j'ai besoin de toi. Oui, mais toi, tu es toujours avec tes amis. Ouais, mais t'as vu à quelle heure t'es rentré. En fait, c'est toujours tu. Donc, une fois, j'expliquais justement dans une autre vidéo que dans le conflit, si on enlève les tu, on peut plus se disputer. Si chacun ne parle que de lui,
je me sens mal dans cette situation. J'ai eu peur quand tu m'as parlé en haussant le ton de la voix. Je me sens insécurisé parce que tu n'as pas l'air de gérer ton argent correctement. Donc j'ai peur parce que quand j'étais enfant, mes parents avaient une situation précaire. Et en fait, quand on dit je, on se fait entendre par l'autre. Et en fait, notre ego nous fait croire que exprimer ce que nous ressentons, c'est se montrer faible et donner le bâton pour se faire battre. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. L'autre ne va pas continuer à nous agresser et nous acculer si on se livre en conscience. Donc c'est ça pour moi qui est, je dirais, la base, la conscience de soi. Et en fait, la conscience de soi amène forcément la conscience des autres. Quand je vois mes facettes tristes, quand je vois mes facettes despotiques qui prennent du pouvoir, qui mendient de l'amour, qui forcent les choses, alors je suis plus à même de comprendre les comportements des autres au lieu de les dénoncer. Donc voilà, pour moi, ça sert à ça, la conscience de soi. C'est qu'une fois qu'on n'est plus conscient, il n'y a plus matière à être en conflit. Oui, c'est vrai que actuellement les gens qui tombent amoureux, bon c'est un grand débat, hein, mais je pense qu'encore une fois c'est toujours on peut tomber physiquement amoureux de l'autre personne parce qu'elle est belle en tout cas physiquement. On peut tomber amoureux pour certaines qualités ou en tout cas ce que l'autre En fait, en plus, il faut pas oublier que lors de la, je vais pas dire lors de la drague, lors du rapprochement, en tout cas premier de deux êtres, il y a toujours ce côté égocentrique qui va sortir le plus puisque la personne va montrer ce qu'elle a de plus belle, soi-disant en elle. Or, c'est jamais le cas, c'est toujours qu'une surface, hein, bien entendu, qu'une façade plutôt. Et donc, les gens parfois tombent amoureux de l'amour et non pas de la personne. De ce fait-là, comme tu dis, il y a un mensonge. On se ment à soi-même finalement. On a simplement envie eh ben oui, de connaître quelqu'un parce que c'est la mode, parce que tout le monde se rend compte, tout le monde. Quand je dis c'est la mode, quand je dis c'est la mode, c'est oui, il y a des gens qui se basent là-dessus. Il y a des gens qui se disent, ben moi je suis seul, je suis célibataire, j'ai plein d'amis qui sont en couple, pourquoi pas moi? Tu vois? Et ben pourquoi pas? Je veux dire, limite, c'est peut-être qu'il y a une raison si la personne est célibataire, mais à ce moment-là, elle veut pas comprendre ça, donc elle veut absolument forcer les choses. De toute façon, on sait très bien que ça ne fonctionne pas en général, mais si jamais elle rencontre cette personne-là parce qu'elle a fait du forcing, à ce moment-là, il va se passer quoi plus tard? Ben, il va se passer la même situation, la personne va retomber, je pense, dans ce même schéma de célibat parce qu'elle va pas se plaire avec l'autre personne. Parce qu'en fait, à ce moment-là, elle s'est menti lors de la rencontre. Tout C'est à fait. un peu complexe ce Et que je dis, Non, c'est très intéressant ce que tu dis et tu me permets de rebondir sur quelque chose d'important, finalement, que ce soit dans le couple ou dans les autres branches de la vie. C'est qu'en fait, effectivement, l'être humain, lors de sa parade nuptiale, bah oui, mais voilà, c'est ça. donc ce qu'on appelle la séduction, Bah oui, fait de la publicité mensongère. exactement. Inconsciemment, hein, inconsciemment. Voilà, donc on se fait beau, on met du parfum, on invite une dame dans un grand restaurant alors qu'on n'a pas les moyens. Voilà, c'est ça, exactement. Dans la société, on s'achète une voiture à crédit, en leasing, alors qu'elle est beaucoup trop chère comparée à nos revenus. En fait, on vit dans le mensonge et la publicité mensongère. Et effectivement, une fois que le couple se crée, l'autre réalise quelle est notre vie réelle. Et ça, c'est quelque chose que je vois. Là, je rentre de Madagascar, par exemple, et il y a beaucoup d'hommes européens qui draguent des femmes malgaches parce que quand ils sont à Madagascar, ils sont riches. Mais une fois qu'ils ramènent cette femme en France, ben, elle voit qu'ils n'ont pas une vie réellement riche. Donc, on a menti dès le départ. Et en fait, ce sont deux sous-personnalités différentes que sont l'amant qui a vocation à créer une vie de couple, une vie épanouie dans le couple, et notre sous-personnalité de séducteur ou séductrice qui, elle,
n'est jamais réellement en couple. Tout le monde aime plaire. Et donc, ça nous amène à des schémas de couple qui se disputent ou voire qui arrivent en rupture, parce que soit je continue à être dans la séduction, mais avec d'autres femmes, et c'est mal interprété par ma femme, soit au contraire, on séduit uniquement pour acquérir l'autre, et une fois qu'il est acquis, on arrête de le séduire. C'est ce qui s'appelle se laisser aller. Donc, par exemple, les hommes ne se font plus beaux tous les jours pour leurs femmes, ne les invitent plus au resto, ne les amènent plus au clair de lune avec de la musique douce, ou on leur propose un massage le temps du jeu de séduction, mais après, il n'y a plus jamais de massage. Et de la même manière, les femmes se font toutes belles, toutes pimpantes dans le jeu de séduction, mais une fois qu'on est en couple, bon, bah, c'est le survêtement, les grosses chaussettes, il fait froid. Et en fait, tout ça, c'est très drôle parce que ça nous amène, encore une fois, non pas à dire à l'autre, ça me manque, tu sais, quand tu me séduisais, quand tu donnais le meilleur de toi pour obtenir le meilleur de moi. Ça me manque. Est-ce que ça dit qu'on essaie de faire renaître cette flamme de la séduction? Au lieu de ça, on va dire, ben, je comprends pas, j'ai plus de libido. Je comprends pas, t'as plus envie de moi. Alors qu'en fait, c'est normal que les deux n'aient plus envie l'un de l'autre s'il n'y a plus de séduction. Parce qu'on se dit, on est un couple, donc on est censé coucher ensemble, au lieu de se dire, on est un couple, donc on va perpétuer la séduction pour nous attirer l'un l'autre et recréer cette flamme, la sexualité sacrée, au quotidien. Donc forcément, si l'homme et la femme, comme ça je jette ni la pierre à l'un ni à l'autre, les deux ne jouent plus la séduction, alors l'homme va regarder les femmes qui restent séduisantes dans la rue. Et la femme aussi peut être attirée par celui qui se fait beau et qui met du parfum et qui est bien coiffé, parce qu'elle se dit, ben moi mon mari c'est laissé aller total. Donc j'espère que tu comprends qu'il y a une forme d'évidence. C'est une évidence que si on ne se séduit pas soi-même, on ne se sent pas séduisant pour les autres, on ne se sent pas séduisant pour son compagnon, alors forcément, on va nourrir cette partie-là de nous avec d'autres gens. Et si je prends cet exemple de séduction, c'est pas seulement pour le couple. C'est qu'en fait, notre sous-personnalité de séducteur-séductrice se fait amie avec toutes les autres sous-personnalités. C'est-à-dire quand je suis avec mes enfants, au lieu de dire « va ranger ta chambre », je pourrais dire « s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire un effort pour ranger ta chambre ? Ça me ferait plaisir. » Et on est dans la séduction. Quand je rencontre mes patients ou mes stagiaires, j'arrive dans la pièce, je regarde tout le monde avec un grand sourire. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'aimerais tous vous embrasser, mais ça va prendre trop de temps. Donc, je suis heureux de vous voir. Alors que si j'arrive dans mon métier, bonjour, alors asseyez-vous, on va commencer tout de suite. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est affreux. La séduction, elle est omniprésente en fait dans notre vie. On se séduit tous les uns les autres avec nos amis. Ça peut être un regard, un sourire, un geste sur l'épaule, mais tout ça, c'est de la séduction. Donc en fait, ce qu'on applique, en fait, et c'est ça le problème, c'est que souvent dans notre société, parce qu'en fait les sous-personnalités, ce sont des phénomènes sociétaux ou des phénomènes de civilisation. C'est pas les mêmes dans chaque pays, dans chaque continent. Donc en Europe, on associe la séduction à de la drague. Oui. Alors que dans bien d'autres pays ou continents, on peut se faire beau et sexy sans que ça inquiète le couple. Je vois à Madagascar, par exemple, quand on sort faire la fête, tout le monde peut danser de manière sexy avec tout le monde. Je me vois
Il y a une jeune fille qui est belle, qui danse et qui est en jupe, je vais danser avec elle, collet serré comme on dit aux Antilles. Et après, fini, la danse est terminée, chacun repart dans son coin, alors que les deux sont peut-être en couple. Alors que ici, en Europe, si on va danser avec l'autre, c'est forcément pour obtenir quelque chose. Et la femme, forcément, a tendance à rejeter tous les hommes qui s'approchent. Et tout ça, ça part du fait que nous ne laissons pas vivre notre séducteur et notre séductrice intérieure. On s'en sert uniquement pour obtenir quelque chose des autres. Et c'est ça qui est dommage. Ouais, c'est dommage, ouais. Ouais, donc c'est du conditionnel total, quoi. Oui. Donc la femme, elle sait que si son mari vient faire un câlin, c'est parce qu'il veut du sexe. L'enfant, il sait que si ses parents lui parlent gentiment, c'est parce qu'ils ont besoin qu'il fasse le ménage. Et en fait, c'est comme si la vie devient un troc. On troque une SPPA contre une autre. Je t'offre une bague, en échange, ben pendant 1 mois, tu me prends pas la tête. C'est fou, en fait. Ouais, c'est fou, ouais. C'est même limite inquiétant, hein. Oui, Parce que dit comme ça, en tout cas, c'est inquiétant, mais c'est ô combien vrai, ô combien vérifié maintes fois. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je sais pas comment je vais amener le truc. Faut pas prendre ça mal, c'est pas une critique, c'est qu'il y a une recrudescence depuis une bonne dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, en tout cas d'hommes seuls d'un certain âge qui vont plutôt vers des pays trouver des filles qui sont soi-disant plus faciles, tu vois. Je pense à la Russie, je pense à peut-être à Madagascar, je ne sais pas comment. Des pays de l'Est, machin, d'Afrique, voilà. Et parce qu'ils. Voilà, donc en fait, ils fuient justement cette société dans laquelle ils sont enfermés, justement, dans ces mécanismes. On avait déjà parlé de ça avec Colombe Pollard et un autre gars, je ne sais plus son prénom, mais tant pis, je le mettrai ici en bas, en lien, sur justement récupérer un petit peu qui on est au niveau homme et qui on est au niveau femme. J'ai trouvé ça très 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 intéressant, parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'on perd en fait tout le temps. Bon là on parle des SPPA, mais c'est vrai qu'on peut faire une petite parenthèse puisqu'on en parle de ça. Qui on est en tant qu'homme, qui on est en tant que femme. Je pense que les gens ont déjà perdu cette notion. Ils savent plus exactement ce que ça veut dire en fait présentement. Et donc je reviens avec ces personnes, oui, qui effectivement, comme tu as très très bien décrit, hein, qui vont à Madagascar, qui ramènent justement une malgache en France ou n'importe où ailleurs. Et après, la vérité, c'est qu'au fond, ces femmes, ou à l'inverse, ces hommes, parce qu'il y a des femmes aussi qui draguent des hommes à l'étranger, hein, bien entendu. Et il y a ce côté séduction, il y a ce côté mensonge à soi-même, ce côté faux, et finalement qui va être vérifié par le fait que ces personnes qui étaient soi-disant simples d'une autre approche au niveau couple vont finalement redevenir exactement comme la parfaite occidentale française, belge, parce qu'elle va voir un monde qui brille et elle va vouloir exactement faire pareil, quoi. Donc déjà, il y a un problème d'identité à ce propos. C'est pas une critique en fait, c'est simplement, voilà, je peux comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui sont perdus, mais donc c'est un phénomène sociétal en tout cas très grave. Moi, je trouve ça vraiment grave parce que on a tout ce qu'il faut chez nous, toutes les couleurs, toutes les odeurs, toutes les nationalités. Je trouve ça formidable. Et voilà, moi je pense que déjà, il faudrait régler ce problème de se dire, mais mon Dieu, est-ce que je suis obligé d'aller sur une autre planète chercher une extraterrestre pour me mettre en couple, quoi. Tu vois, il y a vraiment un souci. Bon, je sais que c'est pas le sujet spécialement d'aujourd'hui, mais ça montre c'est lié et ça montre à quel point la société est un peu malade de ce côté-là. Mais comme tu dis, ce sont des mécanismes qui ont été mis, encore une fois, je le répète, par le système de façon judéo-chrétien, dans sa globalité, hein, et dans d'autres religions aussi, hein, clairement. Voilà. Ce sont des mécanismes, même presque des lois qui nous ont été imposées, comme ça, en tout cas. Et je pense qu'on peut en sortir. Il faut s'en sortir et conscientiser tout ça. Et à ce moment-là, je pense que la guérison est tout à fait possible pour soi-même et pour autrui. De toute façon, c'est forcément lié parce que la psychologie, c'est individuel et la psychologie en collectif, c'est de la sociologie. Donc,
Effectivement, moi, ce lien, je le vois, je le fais aussi. C'est comme je t'expliquais, la prise de conscience arrive dans le conflit. Donc, une femme qui prend conscience de son indépendance, au lieu de s'harmoniser avec l'homme, aura tendance à se révolter contre l'homme. Donc, c'est ce qui amène des mouvements féministes. C'est que nous voulons obtenir des droits légitimes par ailleurs, et au lieu d'amener ces droits dans la douceur, on se révolte contre l'homme. Donc, ça mène forcément que l'homme ne sait plus se positionner avec la femme. Donc, en fait, beaucoup d'hommes aujourd'hui en Occident sont complètement paumés parce que lorsqu'ils sont machos et virils, ils symbolisent aujourd'hui l'ennemi à abattre. Et lorsqu'ils sont adorables et mignons, ben, on les traite de faibles. À la fois, d'un côté, ben, on est un homme, on a envie d'ouvrir la porte à une femme, de lui tirer la chaise, d'être un gentleman. Mais à la fois, certaines femmes disent non, mais attends, on n'est plus au XVIIIe siècle. Je suis une femme, je suis forte, j'ai pas besoin de toi. Et à la fois, quand il s'agit de demander un coup de main de femme, elle peut quand même dire oui, mais attends, je suis une femme, c'est à toi de le faire, t'es un homme. Donc en fait, l'homme ne sait plus sur quel pied jongler. Et effectivement, à moins d'être un couple qui sait se compléter, c'est pas forcément je suis un homme, je change la roue, t'es une femme, fais la vaisselle. C'est pas forcément ça. C'est trouver un équilibre dans le foyer, dans la famille, où les deux peuvent exister dans ce qu'ils savent faire de mieux. Quand je suis en société aussi, il y a un schéma qui est en train d'exploser. C'est le schéma où l'homme parle et la femme se tait. Aujourd'hui, un homme est censé pouvoir laisser sa femme exister en tant qu'enseignante aussi. Les femmes ont des choses à dire et souvent, elles revendiquent ça. C'est que l'homme, il sort, imagine, sorti entre 5 couples, ben les 5 hommes, ils prennent tout le pouvoir à table et les 5 femmes, elles n'ont pas grand-chose à dire. Et ce schéma, il explose. Donc, évidemment, la solution de facilité, c'est de se tourner vers des civilisations où ça existe encore. Donc, en fait, c'est là où il y a un mélange de SPPA, de sous-personnalité. C'est que l'homme qui cherche une femme qui correspond à ses besoins devrait se dire, bon, bah, dans ce cas, je vais chercher une société dans laquelle les femmes sont heureuses de ne pas travailler, de se taire en public. Moi, je vois par exemple à Madagascar, c'est un exemple que vraiment, ça va te parler, ça va parler à tout le monde. C'est qu'une fois, je parlais avec une amie et elle me dit, bah, tu pourrais me faire un repas malgache? Et je lui dis, bah, je suis désolé, je sais pas faire la cuisine. Ah bon, t'as jamais appris de la cuisine à Madagascar? Et je lui réponds spontanément, bah, à Madagascar, les hommes, ils font pas la cuisine. Je veux dire, j'ai jamais vu un homme faire la cuisine. Et elle me dit, bah, t'es vraiment un macho. Et c'est là où il y a le mélange de sous-personnalité. C'est que c'est pas que je suis macho, c'est que j'ai été dans une société où l'homme ne fait pas la cuisine. Donc, il n'y a pas de volonté d'écraser la femme. C'est que non seulement l'homme ne fait pas la cuisine, mais les femmes font la cuisine spontanément parce qu'en fait, c'est ancré en eux. Et il y a plein d'exemples de choses qui sont surprenants. C'est qu'à Madagascar, quelqu'un de ta famille, une femme qui arrive chez toi, dès qu'elle arrive chez toi, elle est censée se rendre utile, donc faire passer un coup de balai. C'est très surprenant. Mais il y a un équilibre là-dedans, c'est que les hommes et les femmes se complètent. Donc, du regard européen, une femme va dire ces femmes sont soumises. Alors que non, elles ne sont pas soumises. C'est sociétal. Elles aiment s'occuper de la maison pendant que l'homme y sort. En fait, la maison, c'est leur royaume, et pas que la maison, je dis le quartier. En fait, c'est une société fondamentalement matriarcale. Parce que les hommes sont toujours en train de partir entre eux. Donc, après, il peut y avoir des femmes malgaches qui n'aiment pas ça. Alors, dans ce cas, elles seraient mieux avec quelqu'un d'une autre société.
Mais du coup, là où je veux en venir dans ce mélange des sous-personnalités, et là où c'est malsain, c'est qu'on se dit plus j'ai besoin d'une femme qui a telle sous-personnalité où je me sens bien. On se dit en tant qu'occidental, j'ai des moyens de pression pour choisir la fille de mon choix dans un pays pauvre. Et c'est ça ce dont tu parles. Parce que le choix d'aller en Russie, en Ukraine, en République tchèque, à Madagascar, en Afrique ou en République dominicaine, c'est un choix financier. C'est un choix financier, ouais. De facilité, exactement, ouais. Et puis surtout, il y a ce côté, comme tu dis, malsain, où les hommes occidentaux, ou encore une fois les femmes occidentales, euh, euh, vont choisir, comme tu dis, une certaine facilité, oui, quelque chose qu'ils n'obtiennent plus ou qu'ils ne savent plus obtenir dans le pays, on va dire, où ils sont. Mais en plus, comme tu dis, ce côté malsain, dans le sens qu'ils savent justement que, allez, on va dire, on revient avec Madagascar, tiens, une femme va bien s'occuper de ma maison, chouette, quoi, je vais aller là. Et donc, en fait, c'est même pas, il n'y a rien de naturel là-dedans, quoi. En fait, je vais pas aller aimer une malgache, au fond, pour ce qu'elle est, pour sa culture, etc. Non, je vais l'aimer parce qu'il y a certaines facilités, il y a certaines conditions qui, moi, me satisfont. Et donc, c'est aussi se mentir à soi-même. Et donc, on ment à cette personne aussi, cette personne malgache, parce elle va tomber sur quelqu'un qu'elle va croire, comme tu dis, tout puissant, en tout cas, au niveau, Mais c'est financier et là, que en fait, sais-je. où c'est génial, en fait, tu vois, parce que on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, en fait, le profit de l'un sur l'autre change vite. C'est qu'en fait, l'homme occidental, il pense qu'il gagne quelque chose parce qu'en fait, il veut pas une femme, il veut une femme, femme de ménage, il veut une femme maman, il veut une femme où lui, il a plus rien à faire en fait. En fait, il veut une femme à tout faire. Donc, il va dans les pays comme ça où il y a une éducation comme ça. Et lui, en gros, le troc, c'est moi, je te fais vivre avec mon argent, en échange, tu fais tout. Mais là où je te dis qu'il y a le karma, c'est que, en fait, ça s'équilibre. Et c'est quelque chose que je trouve très drôle. C'est que beaucoup d'hommes, pour pas seulement parler de Madagascar, en fait, ils arrivent dans une société avec leurs valeurs européennes. Et en fait, ils ne se renseignent pas sur la culture locale. Et en fait, dans la culture locale, à Madagascar, il y a une phrase qu'on dit, c'est tu ne te maries pas avec une femme, tu te maries avec une famille. Donc du coup, et c'est valable pour plein de pays, donc du coup, tu te maries avec une jolie jeune femme magnifique qui fait tout à la maison, mais tu te retrouves avec ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins, cousines, et ils viennent tous petit à petit chez toi, et la majorité des Occidentaux, ils pètent un plomb. Parce que ce sont des sociétés basées sur la famille et l'entraide. donc, donc, au final, l'homme qui profite de la femme se retrouve à lui aussi être profité par l'ensemble de la famille. Enfin bref, revenons sur notre sujet des sous-personnalités. Voilà, parce que c'est beau de comprendre que les sous-personnalités s'appliquent non seulement à l'individu, mais au groupe, et à un pays, et à un continent, et à une planète. Mais en fait, là où j'ai envie de continuer à évoluer, justement, c'est que quand on n'est plus conscient, nous ne nous faisons plus manipuler par notre ego. Et c'est ça qui est fascinant. C'est que beaucoup de gens tombent dans la routine, ce qu'on appelle la routine. Et la routine, c'est le fruit de l'ego. Donc l'ego nous dit fais ce que tu sais faire tout le temps. Donc du coup, on a une vie métro boulot dodo et on s'ennuie. Alors, au lieu de nous dire je m'ennuie dans ma vie, donc il faut que je mette du piment, il faut que je fasse des choses nouvelles, il faut que je me mette au service d'autres sources de bonheur, comme je les appelle, je me dis j'ai pas le temps et je continue mon métro boulot dodo jusqu'à ce que je tombe malade ou que j'ai un accident qui m'arrête. Et c'est là, en fait, où nos sous-personnalités ont un pouvoir considérable, c'est que ce qu'on n'exprime pas en conscience se manifeste dans l'inconscient.
Donc, si consciemment, je vois pas que mon enfant intérieur, il veut s'amuser, je vois pas que mon aventurier intérieur, il veut voyager, je vois pas que mon ami intérieur, il veut passer un week-end avec ses potes, eh bien, ces sous-personnalités, ensemble, vont nous dire, tu veux pas t'occuper de nous, alors je te mets un cancer. Et on se dit, je comprends pas, j'ai une bonne hygiène de vie, mais j'ai un cancer qui s'est développé. Bon, d'ailleurs, en français, c'est marrant parce que les gens, ils disent, j'ai attrapé un cancer, comme si on l'attrape comme ça. Ou je suis tombé malade, comme si c'était une chute. En bref, comme si c'était un hasard, en fait. Et du coup, une fois qu'on est immobilisé par une maladie, un cancer, un accident, ben là, on a du temps. Et ce temps, soit on le consacre à se faire du bien. Moi, c'est ça que j'adore dans la vie, c'est que la vie, quand elle nous arrête, c'est pour nous dire, aime-toi, occupe-toi de toi. Alors, on s'occupe de nous jusqu'à ce qu'on soit guéri, et après, rebelote, on reprend la vie de métro boulot dodo. C'est ça qui est dingue, en fait. Ouais, ouais, il y a une dissonance cognitive, comme on dit toujours. Hein. Les gens n'arrivent pas à faire le rapprochement entre ce qui s'est passé enfin, ce qu'ils ont vécu et ce qui se passe là maintenant et ce qui se passe après. Enfin bref, Oui, alors que pourtant, c'est vieux comme le monde. Tu vois, Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament, donc ça veut dire mange sainement, tu n'auras pas de maladie. Et une autre citation qui me plaît beaucoup d'Hippocrate, c'est qu'il disait quand je rencontre un patient malade, la première question que je lui demande, c'est est-ce qu'il est prêt à modifier les schémas qui l'ont fait tomber malade. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est pas seulement ce qu'on mange, c'est nos comportements. Donc, nos comportements, on peut les appeler SPPA, mais on peut aussi les appeler mécanismes de souffrance, on peut les appeler blocages, on peut les appeler émotions verrouillées. Ça peut donner plein de noms dont on parle, nous, en santé holistique. Donc, on peut apprendre des outils pour gérer nos émotions, pour être plus conscient de soi, pour s'occuper de soi. Mais en fin de compte, pour moi, la question la plus importante, c'est est-ce que je suis heureux? C'est ça le fondement de tout. Est-ce que je suis heureux? Oui, je continue. Non, je regarde ce qui va pas. En fait, c'est comme un bilan régulier à faire avec soi-même. Et d'ailleurs, puisque tu as commencé par me parler de couple, on a pris l'exemple du couple surtout. Dans le couple aussi, je sais que j'ai rencontré déjà des gens qui me disent qu'ils se font une réunion une fois par an pour se dire est-ce qu'on continue ensemble ou pas, ou qu'est-ce qu'on modifie pour que ça continue. Et en fait, avec cette méthode, ils arrivent très bien. C'est comme si c'était pas un mariage à vie, ils se font des mini-mariages d'un an. Alors, on repart sur un contrat d'un an ou pas? En fait, c'est des CDD. ça peut paraître peut-être un peu rigide comme ça, mais pourquoi pas? Il faut surtout en discuter. De toute façon, qu'on le fasse une fois par an ou qu'on le fasse quand on le sent et quand le couple est ok avec ça. Voilà, et je crois qu'il n'y a pas de règle de ce côté-là. De toute façon, ça vient naturellement. Je pense que et ça, c'est formidable. C'est vrai qu'il y a des couples comme ça. Je rassure tout le monde. Hein, il y a des gens comme ça qui ont compris. Alors, ils ont une certaine spiritualité, justement, on en parlait hier, et c'est vrai que malheureusement, je dis encore une fois, malheureusement, heureusement, hein, voilà, tout est là, de toute façon, pour apprendre les choses. Elles ne sont pas malheureuses pour autant, mais c'est vrai que beaucoup de couples ne sont pas forcément, voilà, spirituels tous les deux, ou en tout cas sur le même plan. Il y a des gens qui vont être très cartésiens, et puis qui vont se mettre avec quelqu'un qui est beaucoup plus, voilà, dans l'alternative, dans la spiritualité, qui a compris certaines choses, certains enseignements de vie. Et donc c'est vrai que ça peut aussi bloquer à ce niveau-là, au niveau de l'évolution. Voilà, je prends l'exemple d'un artiste et de quelqu'un qui n'est pas artiste du tout, par exemple. Eh bien, ça peut poser problème parce qu'être artiste, c'est aussi voilà, avoir une vision de la vie, un peu, tu sais, toujours un peu, voilà, très en marge de la société. Et je pense que voilà, il faut être, je pense encore une fois honnête avec ça. Qu'est-ce que nous on a envie de vivre dans notre vie, quelle est la personne que j'ai envie de rencontrer. Et je crois que comme pour tout, parce que là on revient toujours avec le couple, mais c'est vrai que comme pour tout, que ce soit en professionnel, en amour,
que ce soit en famille, en amis, surtout en amis, parce que on attire les amis qu'on veut bien aussi, hein. Ça, c'est quelque chose de super connu. J'ai eu des périodes comme ça où j'avais certains amis, certains genres d'amis, on va dire, et puis après, tu vois, voilà, il y a une évolution, il y a, comme tu dis, une mort, une renaissance à chaque fois. Et ce qui fait que ce sont des tranches de vie. Et il faut pas avoir peur de ça, en fait. Faut se dire que ça, voilà, c'est être multiple. C'est être multiple, pouvoir se dire, ben, je ne suis pas Alexis. D'ailleurs, je regardais encore une ancienne vidéo avec moi il y a 20 ans. Je me reconnais pas, quoi. En fait, c'est pas moi. C'est plus moi de maintenant. J'étais comme ça, d'accord, physiquement, mais c'est plus la même personne, tu vois. Et se rendre compte de ça, il faut pas avoir peur, en fait. C'est simplement magique, c'est simplement, c'est l'évolution. Moi, j'ai envie de dire, c'est pouvoir se remettre en question tout le temps. Et je pense que faire des petites retraites aussi en solitaire dans la forêt, c'est pas plus mal. Je l'ai déjà fait, hein, voilà, pas très longtemps, mais on se pose et on se pose aussi des questions. Et comme je te le disais aussi hors antenne, bah, l'âme nous répond de toute façon si on veut bien l'écouter. Et donc, et je pense que qu'il est important de. Je crois que en fait, on est vraiment nous-mêmes quand on est seul quelque part. Je crois que c'est un peu ça. Je pense on peut réunir tous ces SPPA, c'est un peu difficile à dire, ensemble et pour n'en faire qu'un finalement. Voilà. Ne peut-être pas les dissocier. On peut les dissocier pour mettre un nom dessus et pour savoir lequel je vais avoir besoin dans telle situation. Mais je crois que l'idéal, ce serait de ne pas se poser la question, ce serait de réunir tout ça en un et de dire voilà, je suis l'ami, je suis l'amant, je suis le mari de ma femme, je suis tout. Je suis tout, toutes ces personnes-là pour ma compagne, pour moi-même aussi. Et enfin voilà. C'est qu'en fait, comme tu le dis, le but du jeu, c'est d'être multiple. En fait, dès lors que nous nous enfermons dans des rôles, en fait, nous jouons la comédie de la société, la comédie vis-à-vis de nous-mêmes. Et cette tendance, on l'applique aussi aux autres. C'est quand on dit aux autres, de toute façon, toi, tu es toujours pareil, c'est aussi parce que nous, on enferme les autres dans des rôles. Donc, le couple, c'est qu'un couple. Alors que des fois, moi, je me vois, j'adore ça, et je conseille aux gens, sortez entre amis. Et c'est génial d'être amis en couple. Donc, ce n'est qu'un exemple où oser être des enfants. Allez vous éclater comme des enfants. Il y a beaucoup de couples qui font jamais ça. Et en fait, c'est créer d'autres liens de couple. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Et pour faire ça, il faut, encore une fois, avoir conscience de nos propres besoins, avoir conscience des besoins de l'autre. Mais je reviens toutefois sur ce que tu as dit au départ. Justement, on ne peut pas reprocher à l'autre de ne pas nous combler dans un besoin qui n'était pas dans le contrat initial. Tu vois? Donc, quand je rencontre une femme, si j'étale mon argent, je ne peux pas ensuite lui reprocher de ne pas s'intéresser à la spiritualité. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, les jeux de séduction amènent, et les mensonges dont on a parlé, amènent des contrats erronés. C'est que, je te donne un exemple aussi qui va parler à tout le monde, c'est que l'homme aime étaler sa sagesse dans notre société. Donc la femme, finalement, pour séduire un homme, elle a juste à jouer la bonne élève. Ah oui, ah, waouh, t'en sais des choses. Mais t'es intelligente, qu'est-ce que t'as pu lire dans ta vie? Et en fait, nous, on tombe amoureux d'une femme, non pas parce qu'elle est une bonne amante, mais parce qu'elle est l'élève qu'on aurait toujours rêvé avoir. Et en fait, quand ces rôles sont comme ça, ensuite, ce qui nous fait tomber amoureux nous fait nous séparer. C'est que quand l'enfant rencontre le bon parent, ensuite la dispute, c'est arrête d'être un gamin. Et quand l'enseignant rencontre une élève, la dispute, c'est arrête de me parler comme si je savais rien à la vie. Et c'est ça, ces contrats erronés. Tu me fais penser à un exemple que j'ai eu il y a pas longtemps, que j'ai rencontré. C'est donc un homme qui sortait avec une femme beaucoup plus jeune, très belle. Bon, j'imagine qu'il l'a choisie pour ses premières qualités-là, mais qui
en me parlant de sa souffrance, disait mais chaque fois, je lui conseille de lire certains livres, et elle lit pas, elle a aucune culture. Et c'est là où c'est fascinant. C'est comment on peut reprocher à l'autre de ne pas être cultivé si on l'a déjà pas choisi pour sa culture. C'est- Et en plus de le dire qu'elle n'a pas de culture, ça veut dire déjà qu'il lui ordonne de ne pas en avoir quelque part. Hein. La Mais puissance des mots, c'est fascinant parce qu'en fait, on aime être plus intelligent que l'autre, mais ensuite on lui reproche de pas être intelligent. Et c'est dingue. Enfin, cultivé d'ailleurs, parce que c'est pas de l'intelligence. Bah Ouais. non, c'est une boucle sans Ouais. fin, quoi. Je veux dire, il peut pas obtenir quelque chose comme ça s'il Oui. continue à l'accabler comme ça, quoi. Donc, Voilà. Donc en fait, on part sur des mauvaises bases. Voilà. Donc les bonnes bases. Parce que effectivement, nous prenons l'exemple du couple, mais je répète aussi pour tous les auditeurs que ces clés et outils sont applicables à tous les domaines de notre vie. Donc, quand Alexis dit avec beaucoup de justesse que nous sommes tout, ça signifie aussi que nous sommes capables de soigner et guérir les autres en les révélant à eux-mêmes. Ça veut dire que tu dis le Alexis d'avant, le Alexis de maintenant, mais en même temps, un ami, un amant, un enfant est capable de nous révéler une autre partie de nous qu'on ignorait jusque-là. Et cette sensation de se dire, ah ben tiens, je savais pas que j'étais capable de faire ça. Elle est magique, la découverte de soi. C'est que moi, combien de fois je me suis dit, ah ben tiens, je sais pas moi, imagine, Gwen, on fait un bowling? Ouais, non, j'aime pas le bowling. On fait un bowling? J'aime pas le bowling. Et toute ma vie, pendant 10 ans, j'aime pas le bowling. Puis un beau jour, je fais un effort et je me dis, bon, ok, je vais aller faire un bowling. Et en fait, il s'avère que je m'éclate pendant 1 heure. Et en fait, c'est comme si tous les préjugés qu'on a, en fait, on ferme des portes dans notre vie. Et au lieu d'aller à la découverte, on ferme les portes sans savoir ce qu'il y a derrière. Donc, une des clés du bonheur dans la relation à soi-même et dans la relation aux autres, c'est de se surprendre soi-même. Créer, moi j'adore ça, la création, créer sa vie, créer du renouveau, créer des cellules d'ailleurs. Et quand on crée de la nouveauté, notre âme, elle est en joie, elle est heureuse d'être sur Terre. Et quand on crée pour l'autre, créer pour l'autre, ça veut dire je donne un terrain propice à l'épanouissement de l'autre. Donc, au lieu de lui dire tous les jours, viens, on lit à la même heure ensemble, lui dire, écoute, viens, aujourd'hui, on va courir, ou viens, aujourd'hui, on peint. J'ai acheté de la peinture, viens, on s'amuse avec les doigts. Enfin, des choses qu'on fait jamais. Et je sais que ça, vraiment, c'est une clé que je donne à la majorité de mes patients en séance individuelle. C'est même de se dire, 5 minutes par jour dans ma vie, je fais quelque chose que j'ai jamais fait. Et on peut le faire à 2, et on peut le faire à 3, et on peut le faire à 10. Et quand on s'éclate à faire quelque chose de dingue, on ose son énergie et sa joie de vivre et son envie de croquer la vie à pleines dents plus que jamais. Et ça devient, à force, des clés thérapeutiques, mais ça devient une hygiène de vie. Moi, c'est ça que j'adore. C'est d'établir une hygiène de vie. Le matin, je m'aime au réveil. Je me caresse, je me prends dans les bras. Le soir, je me fais une méditation ou un voyage guidé. Dans la journée, je prends 3 minutes pour méditer. Dans l'après-midi, dès que je suis trop fatigué de travailler, moi, je sais que je fais ça. Je vais sur YouTube, je mets des vidéos humoristiques, je m'éclate de rire pendant 10 minutes et après, je reprends le travail. C'est que c'est pas des choses compliquées, la vie. Et d'ailleurs, on en a parlé hier quand on s'est vu, c'est que la spiritualité nous mène toujours à la simplicité. Le mental et l'ego veulent des outils et des clés compliqués à comprendre que je vais pouvoir décortiquer, expliquer, interpréter et surtout raconter aux autres pour montrer à quel point je suis intelligent et brillant. Alors que quand on a réellement compris, ou je dirais même pas le mot comprendre avec le mental, mais quand on a pris conscience, alors dans ce cas, il s'avère que le bonheur
il est simple. Exactement. Exactement. Et de toute façon, tout ce qui est complexe nous mène, on le sait très bien, finalement une certaine folie, j'ai envie de dire, parce qu'on est chaque fois en train de dire, voilà, oui, mais si je fais ça, c'est pas bon, si je fais ceci, c'est peut-être bon, mais alors, c'est chaque fois une remise en question. En fait, mouliner tout le temps, ça fait chauffer le climat, peut-être, hein, c'est peut-être ça qui fait changer le climat, pour certains. Mais c'est vrai que voilà, il faut de temps en temps pouvoir se dire, lâcher prise, lâcher complètement prise, ne pas avoir honte de nos choix. Comme tu dis, j'adore l'exemple, prendre nos mains plein de peinture et faire. C'est un truc de dingue, voilà, comme tu dis, de dingue, mais encore une fois, c'est juste, peut-être, je pense, ça c'est très occidental, je pense, comme souci, c'est que il y a ce côté, voilà, enfantin qu'on a perdu complètement, et cette création, comme tu dis, bah, elle est de l'enfance. On est quand même au monde pour venir créer quelque chose ici aussi. Voilà, on n'est pas là par hasard. Et je pense qu'il est temps de reprendre un peu les rênes de notre bonheur. Voilà, pour parler simple. Mon cher Gwen, on va tout doucement arriver à la fin de cette vidéo, de cette conférence. C'est un super sujet. Franchement, je suis très 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 content de t'avoir ici pour en parler, parce que je pense que, comme a dit Gwen, ça s'applique à tout, hein, absolument à tout. On a parlé beaucoup du couple aujourd'hui, mais voilà, c'est peut-être pas un hasard, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'entendre ça en ce moment, mais ça s'applique absolument à tout, à l'amitié, au couple effectivement, à la famille surtout, parce que le travail, et voilà, et sachez que le travail ne doit jamais être une torture, mais bel et bien un plaisir, quelque chose qu'on fait avec notre tripes et notre cœur. Voilà. Euh, une dernière petite question sur la méthode, comment tu travailles. Est-ce que tu reçois des gens, des jeunes gens, donc est-ce que des adolescents, des enfants, ou comment ça se passe? À quel âge est-ce que ça peut commencer à se travailler, on va dire? Adolescent sûrement, mais Alors, je travaille en séance individuelle chez moi à Genève, mais aussi je fais des séances par Skype. Mais je précise tout de suite, tout n'est pas possible par Skype. Donc, ça veut dire qu'un travail thérapeutique ou ce que j'appelle une guidance spirituelle, c'est-à-dire le travail de conscience de soi, comme ce dont on a parlé aujourd'hui, peut se faire par Skype. Après, je peux pas faire un soin chamanique à quelqu'un par Skype, je peux pas faire un massage par Skype, etc., etc. Ce qui est pas évident. encore. Voilà. Ensuite, j'anime des stages seul et d'autres avec Johan et Tal, et d'autres des formations avec Johan, Tal et Jean-Marie Muller. Donc, nous avons tout notre programme sur nos sites internet. Mais pour répondre à ta question, en fait, pour moi, le travail, il n'a pas de limite. Il n'y a pas de homme-femme. Des fois, on me propose de faire des cercles d'hommes. Je dis non. Moi, je parle aux hommes, je parle aux femmes, je parle à tout le monde. Je parle aux vieux, je parle aux jeunes. Tout ça, en fait, c'est de la séparation. Et moi, je travaille pour unifier, unir tout en un, tout en une personne. Évidemment, les enfants ne sont pas responsables. Donc, il n'y a pas d'enfants qui m'appellent pour reprendre contact. Mais si des parents ont besoin, comme ça arrive, soit que j'aide leur enfant, soit que j'aide dans leur relation parent-enfant, ça m'arrive de recevoir des familles, ça m'arrive de recevoir des couples, des adolescents. Mais le problème, en fait, c'est que bien souvent, enfin, un problème, c'est que bien souvent, la majorité des gens veulent envoyer l'autre. Donc ça, c'est un schéma très classique. C'est que souvent, c'est les hommes en plus. Hein. Là, par contre, j'avoue. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent il y a plus de femmes dans la spiritualité ou dans le développement personnel ou dans les stages. C'est tout simplement parce que la femme se dit ça va pas dans ma famille, je vais travailler sur moi, alors que l'homme il se dit bon ça va pas dans ma famille, chérie, va travailler sur toi. Donc je prends pas les gens qui me disent je t'envoie mon mari. Non, il faut que ce soit une démarche personnelle d'avoir envie de travailler sur soi. Et c'est pareil pour les adolescents. Je sais que j'en ai plusieurs en ce moment sous forme de suivi. Et je dis réellement aux parents, si votre ado il veut pas venir, ne le forcez pas comme on va chez le dentiste ou comme on va chez le pédiatre. C'est que ça doit venir d'une demande aussi ou un besoin de l'enfant. Donc une première fois, vous pouvez un peu le pousser, le motiver, mais sans lui dire
tu vas changer des choses pour que ça aille mieux entre nous, mais en lui disant, viens, tu vas t'amuser, tu vas apprendre des choses géniales. Et c'est ça, créer la curiosité chez l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on leur dit travaille sur soi, ils disent non, inconsciemment, non, j'ai pas envie, j'ai déjà assez de travail. Qu'est-ce que j'ai à remettre en question d'ailleurs, hein, Oui, suis oui, parfait. c'est ça. Donc voilà, mais donc c'est très très bien. Ok Gwen, ça répond à ma question. Voilà, mais pour répondre, Donc, pour compléter, oui. pour terminer sur ta Oui. réponse, encore une fois, on est dans l'ère du virtuel. Moi, je publie beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en fait, tout ça, c'est génial de l'interactivité aujourd'hui. L'information va très vite. Mais par contre, ce que je vois quand même après des années et des années de travail, c'est que le bouche à oreille, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Et en fait, là où j'ai le plus de patients, c'est des patients qui m'envoient quelqu'un ou parce que eux, ils ont changé radicalement. Donc au boulot, on leur a demandé qu'est-ce qui t'arrive. Ah ben tiens, j'ai vu un thérapeute. Ah ben tiens, donne sa carte. Et en fait, c'est l'exemplarité de notre changement qui motive les autres. C'est quand on se dit, je comprends pas, ton couple, il avait l'air de battre de l'aile et maintenant vous êtes pleinement épanoui. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben on a rencontré quelqu'un. Et là, la personne va être en demande d'elle-même. Oui, c'est ça, voilà. Elle va être curieuse. Elle va être curieuse et elle va vouloir, disons, franchir un sentier qu'elle n'a peut-être encore jamais franchi. Et encore une fois, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme je dis toujours. Et puis, voilà, c'est simplement pouvoir, disons, se permettre quelque chose, l'inconnu. Encore une fois, l'inconnu, pouvoir goûter à un plat qu'on n'avait jamais mangé auparavant. Comme tu dis, avoir joué au bowling après 10 ans de réflexion alors que c'est génial. Et c'est tout bête, quoi. C'est vraiment, voilà, comme quoi on se complique la vie dans cette boîte crânienne. Je dis donc, franchement, écoutons plus notre âme, comme tu le dis. D'ailleurs, c'est bien dans une vidéo sur ta chaîne YouTube, parce que tu as aussi une chaîne YouTube. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, je présume. Donc, de toute façon, je mettrai tout ça en lien, bien entendu, dans la description. Et moi, Gwen, je te remercie vraiment infiniment pour ce temps passé avec moi, avec les auditeurs. Et voilà, donc j'espère que ça a plu d'ailleurs aux auditeurs. On va se dire tout doucement à la revoyure, comme on dit. Et toi à Genève, moi à Bruxelles. Et donc voilà, je serais vraiment très 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 heureux de te recevoir encore. La porte est ouverte. Voilà. Merci beaucoup, Alexis. À mon tour de t'honorer parce que je suis très heureux en fait de ton invitation. Non seulement parce que ta chaîne, je l'aime beaucoup. J'avais adoré la vidéo que tu avais fait avec Joanne Razana-Mahai, ma mère. Moi aussi. Et c'est vrai que quand je te découvre aussi, tu es vraiment une belle personne, passionnée, pleine d'énergie. En fait, et ce que j'adore, c'est que tu as une vision comme moi d'un tout. C'est de ne pas fragmenter les choses. Ça s'appelle l'astrologie, ça s'appelle lithothérapie, ça s'appelle thérapie, ça c'est de la spiritualité. C'est de se dire tout ça ensemble, c'est magnifique. Et je réunis les choses au lieu de les diviser. Et j'ai exactement ce même point de vue. Donc vraiment, je t'honore toi et le travail que tu fais. Ah merci. Et oui, au plaisir de se voir et même en vrai. Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça, franchement. Cool. Ah, ce serait vraiment chouette. Ça, ce serait un bonheur en tout cas parce qu'il y a vraiment une bonne énergie sincère, de sincérité, et ça se perd beaucoup en ce moment. Donc franchement, je recommande Gwen et bien sûr Dr Tal Johan Razana-Mahai. Allez voir les vidéos si vous les avez pas encore visionnées. Et donc voilà, moi je te dis à tout bientôt, cher Gwen, et je vais dire aux auditeurs la même chose à la toute prochaine fois, une semaine prochaine sans doute, hein, pour une autre vidéo. Je vous invite forcément à vous abonner, à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à liker si elle vous a plu, pareil, vous faites toujours ce que vous voulez, hein, vous connaissez la rengaine. Et moi je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao, salut.